Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom. Mon invité aujourd'hui, Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre-Antoine Plaquevent, vous êtes analyste politique, consultant également, animateur pour le site Stratégica. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Georges Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme. Votre dernier ouvrage, le voici, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'écran. Voilà, il disparaît un peu parce qu'il est vert. Globalisme et dépopulation, biopolitique, vaccination, transhumanisme, avec une belle brochette dont, je crois, Georges Soros, Bill Gates, Bezos et autres philanthropes, comme on dit aujourd'hui. Les amis de l'humanité. Alors, Pierre-Antoine Plaquevent, vous décrivez dans cet ouvrage donc la question de la réduction de la population à l'horizon 2050. C'est une question qui est, on peut le voir dans les médias, largement étudiée, encouragée par les gouvernants, par diverses fondations privées, des organismes internationaux aussi comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui, dites-vous, serait soumise à des pressions depuis sa création. D'où viennent ces pressions ? Les pressions sont de différentes natures. Beaucoup ont pointé du doigt notamment les pressions chinoises, notamment durant la crise du Covid. Le fait, par exemple, que l'actuel directeur de l'OMS est éthiopien, qu'il a participé à un mouvement léniniste qui était en Éthiopie à l'époque et qui était une organisation sœur du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois qui est le plus grand investissement étranger en Éthiopie. Donc en fait, le fait que la Chine aussi contrôle plusieurs des commissions qui sont connectées à l'ONU. Voilà, donc une influence certaine et qui est surtout d'ordre politique. Le fait aussi que la Chine a une grande influence sur les pays africains très représentés au sein de l'ONU. Voilà, tout ça crée des leviers qui font aller certaines organisations internationales plutôt dans le sens chinois, d'après certains observateurs. Mais quand on creuse bien, on se rend compte que finalement ça c'est une influence d'ordre peut-être politique, mais l'influence extérieure à l'OMS la plus importante, elle est d'ordre financier, et c'est l'influence privée de fondations comme la fondation Gates, qui est le deuxième financier de l'OMS après les États-Unis, donc avant les autres États du monde. Voilà. Donc l'OMS qui en fait voit 80% de son budget est dirigé par ce type de fondations qui donc peuvent exercer une pression constante dans le sens de leur vue et de leurs intérêts. Et on l'a bien vu durant les 2 années du Covid où on va dire les décisions, l'influence de la fondation Gates était prépondérant en la matière. Alors, le premier directeur général de l'OMS, c'est le psychiatre Brock Chisholm. On rappelle que l'OMS a été créée dans les années 90, je crois. Non, dès les années après-guerre, en fait, dans les années 50, en fait. Et elle va vraiment avoir là dans sa forme contemporaine, on va dire, c'est maintenant qu'elle prend vraiment toute son ampleur. Mais en fait, toutes ces institutions internationales apparaissent après la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et donc ce psychiatre Brock Chisholm, excusez-moi, je prononce pas bien son nom, en 1955, il s'était déclaré favorable à l'établissement d'un gouvernement mondial et il était aussi favorable à la stérilisation des masses et à la création d'une race unique. Donc c'est quoi le rapport entre l'établissement d'un gouvernement mondial et une réduction de la population et son métissage ? Bon, alors, en fait, si on regarde donc après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, on a ce courant qui est le courant de l'eugénisme, qui se divise en gros en 2 factions un peu rivales, qui sont les eugénistes, on pourrait dire racialistes, qui veulent appliquer l'eugénisme à l'échelle d'une nation ou d'un groupe humain, et les eugénistes internationalistes ou cosmopolitiques, qui eux veulent en quelque sorte augmenter l'humanité, comme on dit maintenant, mais à l'échelle globale. Quelqu'un comme Brock Chisholm se situe dans la catégorie des internationalistes. Avant-guerre, vous aviez par exemple
les frères Huxley, Julian Huxley et Aldous Huxley, qui avaient co-signé avec un autre généticien qui s'appelait Haldane, qui était lui aussi, qui lui était ouvertement marxiste, un texte qui s'appelait le Manifeste des généticiens. C'était en 1939, au moment, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et au moment où, en gros, l'eugénisme était vraiment repris et en main par les nationaux-socialistes. Et donc, il s'agissait, pour la branche internationaliste, d'essayer de montrer qu'il y avait aussi un eugénisme, en quelque sorte, universaliste. Et dans ce manifeste, il disait clairement que pour combattre, par exemple, l'eugénisme particulariste des nationaux-socialistes, il fallait promouvoir l'unité du genre humain au travers d'une fédération mondiale transnationale et transétatique. Donc cette idée, elle est récurrente. Il y a en quelque sorte une forme d'eugénisme de gauche qui a dû se transformer en fait après la Seconde Guerre mondiale, puisque par exemple vous aviez des gens comme Alexis Carrel, qui était un chercheur reconnu et brillant, qui était dont les recherches étaient financées par la Fondation Rockefeller. Bon, comme lui-même s'est engagé à un moment donné du côté de Vichy, par exemple, cela montre comment l'eugénisme après-guerre devait être changé d'habit en quelque sorte. Racialiste puis internationaliste, quoi. Voilà, en fait, voilà. Et il y avait ces deux branches concurrentes en quelque sorte. Et la Fondation Rockefeller ensuite, après-guerre, elle financera toutes les institutions internationales, tous les groupes qui vont dans ce sens, on va dire, d'une influence sur les questions sanitaires, parce que c'est ça en fait. Ce qui est intéressant avec des personnages comme Brock Shilsom, on voit le lien entre des gens qui ont une pensée ou les frères Huxley, une pensée à la fois eugéniste mais politique, et qui va en fait prendre corps et influencer les institutions internationales après-guerre et l'idéologie de l'élite en quelque sorte. On passe en quelque sorte... Les nationaux-socialistes avaient l'idée que c'était une race de seigneurs, ou on va dire un démos de seigneurs, c'est un peuple précis qui devrait régner par exemple sur l'Europe et après par extension sur le monde. Là, c'est plutôt une classe sociale en quelque sorte, une élite qui est transnationale, bon, qui est quand même souvent plutôt anglo-britannique ou enfin de ce type-là, mais qui peut intégrer. En fait, l'idée, c'est d'intégrer presque le meilleur de toutes les élites et puis de se débarrasser du superflu en quelque sorte, ou des gens qui ne sont pas aptes à participer à cette utopie. En fait. Et vous évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage de nombreux exemples de stérilisation de masse, notamment en Inde, au Japon, aux États-Unis, en Suède. En 1970, le président américain Richard Nixon a confié, c'est ce que vous expliquez, au National Security Council la charge de préparer un rapport sur la population mondiale. Ce rapport, c'est le NSSM 200. Et donc ce rapport redoutait que des taux élevés, c'est ce qui est écrit, redoutait que des taux élevés de natalité dans les pays dotés de ressources stratégiques pour les États-Unis ne soient de nature à déstabiliser les régimes de ces pays. Qu'est-ce que ça induit, ça ? Ça induit qu'en fait, il faut intervenir donc sur la croissance démographique et la natalité des pays stratégiques pour les États-Unis d'Amérique. Donc ça a été appliqué puisque Kissinger a fait ce rapport avec son équipe, et ensuite ça a été appliqué par l'administration Nixon, et je crois jusqu'à l'époque de Reagan, qui aurait officiellement arrêté ce programme. Et l'idée, c'était, le raisonnement de Kissinger était le suivant, il disait, comme en Occident, nous sommes déjà avancés sur le plan du contrôle démographique, du contrôle de la natalité, via ce qu'on appelle par exemple les soins de santé reproductifs, eh bien, il faut essayer de vendre la même chose aux nations du tiers-monde et d'essayer de réduire leur natalité, parce que quand vous avez une natalité forte, 20 ans plus tard, vous avez une classe, une nouvelle jeunesse qui veut, en fait, qui a plutôt tendance à être nationaliste ou souverainiste et qui veut reprendre en main son destin national, et donc ça crée des perturbations qui peuvent empêcher les États-Unis d'accéder aux ressources stratégiques dont ils ont besoin. C'est quoi ces pays, justement, s'il y a une liste ? Alors, à l'époque, oui, ils avaient fait une liste. Alors, je crois qu'il y avait les Philippines, il y avait beaucoup de pays du tiers-monde. Mais si on regarde bien, c'est une donc des pays africains. Donc, c'est des pays que les États-Unis auraient intérêt à maintenir dans une forme de sous-développement
Alors, dans une forme de sous-développement, mais aussi... pour pouvoir garder la main sur les ressources. Oui, mais alors là, justement, ce qui était intéressant, c'est que il préconisait le fait d'utiliser les droits humains et même les droits familiaux, c'est-à-dire de présenter à ces pays le fait que contrôler sa natalité, c'était un facteur de développement, et cela passait par faire une propagande dans le sens, comme ce qu'on a eu chez nous, mais dans le sens non pas forcément immédiatement de la stérilisation, mais de la contraception, de l'avortement, et aussi, après, même des méthodes volontaires de stérilisation, voire même involontaires, comme je décris longuement dans mon livre. Voilà, donc tout ça a été préconisé, et puis en partie appliqué, et moi je pense même appliqué à une échelle, en fait c'est à une échelle globale, puisqu'il faut réfléchir dans un esprit là non plus seulement américain mais vraiment mondialiste. C'est-à-dire si on veut régner sur un corps politique global, eh bien si on veut organiser le monde avec une forme politique unique, eh bien, il faut forcément réduire la taille de l'humanité pour ne pas avoir une trop grande hétérogénéité politique au sein de cet ensemble humain. Et cela ne peut pas se faire frontalement, donc il faut utiliser des biais détournés. Ça peut être la santé, ça peut être tout ce que je détaille dans mon livre, et toute cette méthodologie, on va dire, furtive de décroissance démographique. Pierre-Antoine Plaquevent, quand on constate l'explosion démographique du XXe siècle, l'augmentation des flux migratoires, la pollution liée au mode de vie occidental et les milliards de personnes qui souhaitent accéder à ce mode de vie, est-ce que l'idée d'une régulation démographique est mauvaise ? Toujours. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, effectivement, comme vous le dites, ce ne sont plus les Occidentaux qui sont maintenant on pourrait dire en surcroissance démographique. Ce ne sont pas non plus les pays occidentaux qui polluent le plus. Et pourtant, c'est sur nous que la pression est constamment mise en priorité. Bien, je pense déjà parce que les globalistes contrôlent avant tout la sphère occidentale. Donc, tous leurs projets s'appliquent en premier lieu chez nous. Ils essayent de l'appliquer dans d'autres pays. J'en parle dans les années 90, 2000, au Kenya, ailleurs, ça a été mis en place, des politiques de stérilisation à l'insu des populations. Mais comment dire ? Donc leur idée, c'est d'arriver à un lissage généralisé. Et le problème, c'est que les questions sont toujours... On pose des questions justes, mais on apporte des réponses qui sont toujours globalistes, en fait. Donc quand on parle de problèmes démographiques, je ne sais pas, au Niger, en Inde ou dans certaines villes où vous pourrez dire où il y a une trop grande même tension démographique, c'est une chose. Mais quand on applique tout le temps les mêmes solutions et qui sont censées être les mêmes à l'échelle planétaire, et y compris dans les pays comme la France qui connaît déjà, qui ne renouvelle plus ses générations, sauf par l'immigration. Et donc là, ça rejoint un autre problème qui est le problème de l'immigration organisé. Si vous regardez les déclarations de gens du personnel politique, même français, comme cet ancien ministre de l'écologie, Jadot, je crois, qui disait qu'il faut importer, en fait, il faut faire moins d'enfants pour pouvoir accueillir plus de migrants, mais toujours dans l'idée d'un effondrement écologique global. Donc en fait, c'est ça. Et les globalistes ont compris à partir des années 50-60 qu'il fallait utiliser vraiment la question écologique, qui est une question en fait de type planétaire en fait, puisque là c'est censé mettre d'accord tout le monde. C'est un ennemi global en fait, puisque si vous voulez créer une forme politique globale, il vous faut un ennemi global. Voilà. Donc on peut avoir les tyrans, les dictateurs, les criminels contre l'humanité qui s'enchaînent, Bachar al-Assad, Saddam Hussein, Bachar al-Assad, maintenant Poutine, tout ça, mais c'est pas suffisant. Si on veut vraiment unir l'humanité, il faut des ennemis extra-humanité. Donc comme les extraterrestres ne sont pas encore manifestés, il faut l'écologie, il faut d'autres choses, et à ce prétexte-là, on peut implémenter, comme ils disent, les décisions Vous dites le problème, ce n'est pas un changement climatique, mais un changement de méthode de gouvernement des populations. Ah oui, clairement, oui, c'est ça. En fait, c'est la forme la plus aboutie de ce que le philosophe français Michel Foucault appelait la biopolitique. Donc on est plus dans une... Il faisait la distinction entre la souveraineté et la biopolitique. Et en fait, la souveraineté qui consistait à pouvoir
prélever presque un impôt du sang sur sa population. Le souverain, pour la guerre, prélever un impôt du sang sur la population, et puis après, mais il n'intervenait pas forcément dans la vie personnelle de chaque individu. Voilà. Donc on peut avoir ça peut-être là on voit en Russie la mobilisation, on a quelque chose comme ça, comme une puissance un peu plus souveraine, un peu plus archaïque aux yeux des globalistes qui procède encore à cet impôt du sang. En Occident, c'est plus la même chose. On n'aura plus de mobilisation de ce type-là, mais on aura une forme de gouvernance biopolitique qui va utiliser des questions vitales, en fait, pour imposer des décisions de manière furtive. Bon, ça rejoint aussi tous les travaux sur la cybernétique que j'ai traités dans mon précédent ouvrage, qui est toujours cette idée de jouer sur de détruire des équilibres pour recomposer de nouveaux équilibres. Donc on va revenir sur la biopolitique, mais avant, j'aimerais qu'à l'inverse, on évoque ce thème-là, à l'inverse des dénatalistes, on voit certaines personnes, elles, qui veulent plus de population sur la planète, et c'est notamment le cas de l'entrepreneur américain Elon Musk. Lui, c'est quoi son message ? Alors, justement, il ne veut pas plus de population sur la planète. Il avertit que désormais, le prochain problème ne sera pas la surpopulation, mais la dépopulation précisément. Puisque, en fait, comme on fait de moins en moins d'enfants à une échelle globale, sauf dans quelques pays, eh bien, il va y avoir un effondrement démographique généralisé qui va avoir des conséquences économiques dans le monde entier. Et là, on voit deux tendances qui s'affrontent. Une tendance que je dirais productiviste, à la Elon Musk, qui est un peu un capitaliste classique, même s'il est dans une optique transhumaniste, ce n'est pas le même transhumanisme qu'on va dire qu'un Gates ou que les autres, c'est, on pourrait dire, une forme de transhumanisme de droite qui est plus capitaliste, qui dit qu'il faut produire pour se développer, pour après même aller vers Mars, Et les autres sont dans cette idée plus qui est un peu traditionnelle on pourrait dire les élites même britanniques et puis américaines, cette idée un petit peu du socialisme de l'élite, en fait. Moi, ce que j'appelle un libéral collectivisme. C'est-à-dire qu'ils sont, eux, libéraux pour eux-mêmes, mais collectivistes pour les autres. Ce qu'on appelle le socialisme fabien aussi. Et c'est le socialisme fabien, totalement. Ce sont les socialistes fabiens qui ont fondé la plupart des institutions dans lesquelles sont formées les élites. Capitalistes pour les élites et socialistes pour les masses. Collectivistes pour les masses. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Un des pères de cette idée de dénatalité, qui est Paul Ehrlich, qui avait écrit la bombe P, la bombe démographique dans les années 60, était clairement dans cette idée et avait écrit aussi un autre livre plus tard qui s'appelait La fin de l'abondance. Voilà, donc c'est le projet de notre président pour la société française. Tout ce qui arrive maintenant ne se fait pas par hasard. Ça participe vraiment d'un projet de transformation de la société occidentale d'abord, et puis c'est toujours pareil, dans cette utopie, d'abord il faut réaliser quelque part sur Terre, et puis ensuite l'étendre au reste de l'humanité. Voilà. On voit que les pays hors Occident ne sont pas forcément d'accord avec tous ces projets, puisqu'on voit que M. Poutine a été, dans son combat en Ukraine, soutenu, sinon au moins il y a eu l'indifférence d'un certain nombre de pays, les BRICS, les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, enfin bon, on voit... Donc il y a vraiment deux mondes qui sont en train de se créer. Parce que ce monde-là était prêt à s'intégrer, on va dire, à cette gouvernance globale, si ça lui profite. Mais si ça devient juste une forme de soumission et de pillage stratégique, forcément, il va y avoir des réticences. Alors, vous écrivez aussi sur le premier State of the World Forum qui s'est tenu en 1995 à San Francisco, dont le but, dites-vous, était d'analyser l'état du monde. Et à cette occasion, les dirigeants réunis sont parvenus à la conclusion que le travail de 20% de la population mondiale suffirait à entretenir la machine économique de la planète. Mais est-ce qu'ils ont décidé quelque chose pour les 80 restants qui seraient inactifs, qui seraient au chômage ? Alors c'est à ce moment-là que Zbigniew Brzezinski avait parlé du tititainment, c'est-à-dire de l'idée d'un mélange d'aide sociale et d'amusement pour tenir ces 80%. Plus récemment, ce qui a pris un peu la suite du State of the World Forum, c'est par exemple le forum de Davos, maintenant qui est vraiment le think tank principal dans ces domaines-là. C'est la 4e révolution industrielle de Schwab, c'est toujours la même idée. Et donc, il y a une transformation. En fait, chaque transformation technologique crée ce type de perturbation. Et en fait, là, vous avez une élite qui pilote cette transformation, cette numérisation de l'économie, cette transformation des outils de production. Eh bien, il va y avoir une partie de la population qui reste sur le carreau.
Bon, historiquement, l'élite sait que ça génère des mouvements révolutionnaires, une forme de gilet jaunisation de la population. Bien, pour freiner ça, un des moyens, c'est effectivement de tenir les gens par l'amusement et les aides sociales. Et puis, si c'est pas suffisant, eh bien, peut-être par d'autres moyens de réduire la natalité de ces classes dangereuses, en fait. Ce qui est logique, c'est ce que dit Yuval Harari, qui est un des conseillers de Klaus Schwab. Exactement, et donc vous dites... Il est qualifié par le magazine Le Point de penseur le plus important du monde. Il est l'auteur d'ouvrages best-sellers dans le monde. Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Il explique justement qu'après la prochaine révolution technologique, donc cette 4e révolution prônée par Schwab, le produit ne sera pas des tissus, ni des machines, ni des véhicules ou même des armes. Cette fois-ci, le produit obtenu sera les êtres humains eux-mêmes. C'est quoi le projet là ? C'est le projet qui est décrit par Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes, ou dans des récits d'anticipation comme le film Gattaca. C'est-à-dire c'est une forme de société de caste, mais là non plus de caste sociale ou religieuse, mais de caste génétique. Mais qui est présentée comme toujours dans cette idée libérale collectiviste pour le bien de toute l'humanité. Avec en plus, je pense aussi un délire logique un petit peu de gens qui sont vraiment férus de sciences et de mathématiques et qui pensent que tout peut être vraiment projeté par des modèles mathématiques et contrôler le vivant de cette manière. Yuval Harari est symptomatique de ça. Et lui, il est intéressant parce qu'il dit clairement, on va se trouver face à ce qu'il appelle les mangeurs inutiles, donc une masse de gens il pose la question, maintenant il va se poser la question, pourquoi avons-nous besoin de l'humain ou plutôt avons-nous besoin de tant d'humains ? Voilà, donc ici, et il dit, lui aussi comme Brzezinski, jusqu'ici on a tenu les gens par les médicaments ou les jeux vidéo, mais bon, ça sera pas suffisant. Voilà, donc après, quelle solution ont prévu ces gens ? Ça c'est. Et vous évoquez aussi le passage d'une société de consommation à une société de pénurie. Comment va s'organiser, comme dirait Emmanuel Macron, la grande bascule ? Je pense la grande bascule, elle est là, elle est déjà là, et elle est par palier et progressive, en fait. C'est ce qu'on a, Là, on est dans l'inflation déjà, là. Voilà, non mais de toute façon, on est dans la bulle spéculative depuis des décennies. Donc maintenant, en fait, faut transformer la société pour l'adapter à l'utopie. Et faire ce que le Kurt Lewin, pionnier de la cybernétique, disait. Voilà, il faut dissoudre des équilibres pour en recomposer de nouveaux. Par le Covid, on a eu ça. Et à chaque fois, il tente une nouvelle reconfiguration de la société. Et en fait, progressivement, par étapes, ça y réussit partiellement. Alors moi, je me dis toujours, le problème avec l'utopie, c'est pas tellement forcément sa forme réalisée, qui me semble un peu les moyens d'y arriver, ouais. C'est les moyens d'y arriver, et puis les conséquences, une fois que l'utopie, comme le communisme, s'est fracassée sur le réel. C'est-à-dire qu'après, il faut gérer la société déconstruite par cette utopie-là. Et puis, il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment... Bon, l'histoire est toujours été organisée comme ça. Il y a des élites qui ont un pouvoir économique et qui tiennent à le garder. Et donc, en fait, ils sont là dans la démolition contrôlée, en quelque sorte, de la société pour ne pas perdre la main. Toute cette question d'écologie pointe aussi du doigt un phénomène qu'avait identifié Brzezinski dès les années 70, c'est le fait que par les nouvelles technologies, trop de gens s'émancipent de leurs conditions naturelles de vie, en fait. Et ça pose un problème parce que ça peut générer ce que Pareto appelé une circulation des élites, des gens qui vont s'emparer de ces moyens de production pour eux-mêmes en fait s'enrichir, prendre de la puissance et remplacer ces élites-là. C'est pour ça que quand vous voyez ces gens, tous ces Warren Buffett, ces Soros, ces gens-là, ils sont quand même tous très âgés, mais nous expliquent que les jeunes ne doivent plus faire d'enfants, y compris dans les pays qui sont maintenant en phase de remplacement de population. Voilà, donc. Et alors justement pour terminer avec cette idée de remplacement, vous dites que le pouvoir souverain classique du politique serait remplacé par un biopouvoir qui use d'une biopolitique.
Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est plus un pouvoir direct, surtout c'est plus un pouvoir, qu'est-ce que c'est la souveraineté? Carl Schmitt disait, est souverain celui qui décide du moment d'exception. Voilà, et il y a une verticale de la décision qui est identifiable par tous, qu'on soit d'accord ou pas. Donc on sait, même si forcément c'est jamais une seule personne qui prend les décisions, enfin au final c'est une personne qui tranche. Voilà, en Russie on voit c'est Poutine qui assume la responsabilité de conduire la guerre. Voilà, bon, c'est dans la forme globaliste de c'est pour ça qu'il parle de gouvernance, plus de gouvernement, tout est dilué. On ne sait plus, on le voit bien avec le Covid, on ne sait plus qui prend les décisions. L'OMS dit quelque chose, les États disent autre chose, voilà. Et en fait, à la fin, la responsabilité est diluée. C'est cette forme-là de gouvernance qui, en fait, empêche, qui, en fait, va de pair avec ce que j'avais analysé dans le précédent livre, c'est la dissolution du politique par la cybernétique, en fait. Tout est expliqué dans votre ouvrage, Pierre-Antoine Plaquevent, Globalisme et des populations, à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté sur tvl.fr. Merci à vous d'être venu. Merci à vous.